Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, tu es le cofondateur de Malt, anciennement Upwork. Avant ça, tu as monté un business d'impression en ligne. On s'est croisés en fait il y a maintenant plus de 20 ans chez Nestlé alors que tu étais stagiaire chez Magie. Ce que je trouve très fort, c'est que tu as réussi à remplacer le mot freelance du dictionnaire par Malt. Ta marque est aussi connue ou presque aussi connue qu'une marque de grande conso, ce qui est une vraie performance. Et aussi, ce qui est une vraie performance, c'est que souvent, même quand tu veux travailler avec les freelances en direct, ils veulent repasser par Malte. Voilà. Alors, pour cette interview, je me suis mis exprès pour toi, en fait, pour être dans le cadre chez WeWork. Et ma première question, c'est voilà, est-ce que tu peux te présenter un peu, quitter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Tu vois, moi aussi déjà, je suis chez WeWork à Munich. Donc, j'habite à Munich d'ailleurs depuis quelques mois. Hein. Notre siège est à Paris. On a des bureaux aussi à Lyon, à Madrid, mais on est en train de lancer l'Allemagne. Donc, je suis venu ici à Munich. Qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai fait, donc effectivement, c'était croisé en stage chez Nestlé. Moi, j'étais passionné à l'époque, je voulais aller bosser dans le marketing, plutôt marketing grand conso. Je pense que tu parlais de branding, j'ai appris plein de trucs, même en 6 mois, tu vois. Je n'ai pas fait une longue carrière comme toi sur ces belles marques, Nestlé, Coca, etc. Mais j'ai appris beaucoup de choses en 6 mois, cette exigence de l'identité, du branding, du design, etc. Et ensuite, j'ai fait une coopération pour France Télécom au Mexique. Alors, toujours en marketing, mais du coup, ça regroupait un peu les deux choses que je voulais faire, le marketing, et puis j'ai toujours été un peu geek, donc la tech. Et j'étais tout de suite sur les sujets Internet, intranet, voilà, où on était un peu sur les débuts et les balbutiements. J'ai pu faire plein de choses sur un jeune âge, on m'a donné pas mal de responsabilités. Et puis au Mexique, en parallèle de ça, j'avais créé une boîte aussi qui faisait de la livraison de fleurs, un peu comme Aquarelle en France. Ça s'appelait Algo Spécial, une première expérience e-commerce. Et je suis revenu en France pour développer la monétisation et l'activité d'un site que j'avais créé avec un pote de prépa quelques années avant, qui s'appelle Dromadaire. Beaucoup de gens ont reçu des cartes Dromacart, des cartes Dromadaire, des Dromacartes pour des anniversaires, Noël, etc. C'est vraiment plusieurs millions de personnes encore maintenant qui l'utilisent chaque mois. Et j'ai, comme tu le disais, dans le giron de cette boîte, on a créé aussi un site, un imprimeur en ligne qui s'appelle le Print. Et voilà, et dans toute cette expérience-là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vendais une opération publicitaire, par exemple sur Dromadaire, il me fallait des freelances en dev, en graphisme, et je trouvais pas ce que je voulais. Je voulais pas non plus trouver quelqu'un qui me fasse un truc cheap, pas cher, à l'autre bout du monde, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que c'était vraiment des plateformes qui poussaient au prix en fait, en système d'enchères inversé. Et je voulais des gens que je puisse rencontrer, qui allaient peut-être travailler à distance, mais qu'on allait rencontrer, travailler en équipe une journée, réfléchir au brief, etc. Et ça n'existait pas forcément. Donc j'ai créé Malte il y a 7 ans avec deux associés, dont Hugo Lassiège, qui est notre CTO basé à Lyon. Alors, un des challenges, je pense, quand tu as créé Malte, c'était d'avoir un peu deux parties. C'est créer la communauté de freelance et ensuite de trouver les clients. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est un peu une obsession de beaucoup, c'est comment tu crées une communauté, c'est quoi les ingrédients pour que ça marche, comment la sauce, en fait, elle a pris et quelles ont été, en fait, les étapes de croissance de Malte? Ça s'est plutôt bien passé, mais je dirais pas que c'est évident et c'est un peu aussi notre secret sauce, on va dire. Je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Tu vois, là, tu es chez WeWork à Paris. Nous, on a été chez WeWork à Paris à un moment de passage et on était à côté des gens qui font Bird, tu sais, les scooters. Et pour avoir parlé aussi avec les gens qui ont fait Uber les premières années, vraiment quand ils ont été quelques dizaines, je pense que le point commun, et j'ai rencontré aussi avant de créer Malte les gens qui ont lancé Airbnb, hein, j'ai rencontré les fondateurs, les premières personnes en charge de l'équipe communauté, c'est à chaque fois, il y a un point commun, c'est d'aller sur le terrain. C'est pas parce qu'on est une plateforme online que le physique n'est pas important. Donc nous, ce qu'on fait et ce qu'on a fait depuis le début, en fait, au début, parce qu'on n'avait pas l'argent pour se payer des Google Ads ou des Facebook Ads, etc., c'est de faire des apéros, c'est de faire des rencontres, c'est de participer avec des communautés déjà existantes en leur amenant du contenu, en leur donnant, je sais pas, en les sponsorisant, etc. Et aujourd'hui, on fait l'année dernière, alors là, on est un peu coupé, mais on fait les événements maintenant, on fait les Malte Academy en ligne. L'année dernière, je crois qu'on a fait plus de 300 événements
soit nous-mêmes, soit via des ambassadeurs de la communauté. Donc, je pense que c'est d'abord aller sur le terrain et rencontrer les gens en physique. Donc, au début, il faut le faire en tant que fondateur. Faut montrer un peu quelle est ta vision. Il faut montrer que tu y crois. Faut être vrai, je dirais. Tu vois, faut dire, OK, bah, au début, tu commences, tu développes ta supply. Moi, je crois sur une marketplace, il faut toujours partir du côté supply, enfin, le plus souvent. Euh, mais en même temps, tu n'as rien en tant que demand. Et là, je le vois en ce moment en Allemagne, tu vois, pareil, on redémarre de zéro. Mais si tu es vrai, si tu expliques les choses, si tu expliques ta vision, si tu expliques pourquoi ça va fonctionner une fois que tu auras suffisamment de supply, une fois que tu auras mis des sales, du marketing, etc., les gens te croient et t'accompagnent. Donc, pour moi, ouais, en plus, quand tu es dans l'humain, tu vois, c'est pas une marketplace où on vend des produits. Donc, c'est vraiment, il faut être dans cette logique de communauté. D'ailleurs, tu parlais, on a changé de nom quand c'est le nom de l'entreprise, le nom officiel, c'est Mal Community. Pour nous, ce côté communauté, on a une équipe dédiée à la communauté. C'est pas un truc juste une personne au marketing qui s'occupe de faire des événements. Non, c'est vraiment une équipe complète dans chaque pays qui fait ça. Donc, c'est dans l'ADN de la boîte et c'est quelque chose qu'on cultive et qui est la base de tout, en fait. Et il y a qui, en fait, aujourd'hui sur Malte, prioritairement, et à qui enfin, quels sont les clients de Malte? Parce que je crois qu'il y a aussi une évolution du business model et une volonté peut-être d'aller chercher un peu plus les grands groupes. Est-ce que c'était le cas? Ouais, alors déjà, il y a qui côté freelance le freelancing, en fait, alors, je crois qu'on a commencé, tu vois, en France, on devait avoir 600 et quelques mille freelances, là, on va passer le million. Donc, déjà, on est sur un marché qui, je pense qu'on y participe, mais qui de lui-même, si tu veux, tu as de plus en plus de gens qui veulent travailler de façon indépendante. Et je pense sur le moyen terme, là, on va voir après le lockdown, le développement du remote working, là aussi, ça va donner des idées à pas mal de gens. C'est des consultants, en fait. C'est des gens qui étaient souvent salariés avant, qui pouvaient être salariés, qui étaient déjà souvent dans une logique de mission. Tu vois, une mission où ils travaillaient dans une agence de com, ils travaillaient dans une ESN, ils travaillaient dans un cabinet de conseil. Donc, ils étaient déjà dans du conseil et envoyés sur des missions. La différence et pourquoi ils veulent devenir freelance, c'est que ils choisissaient pas leur mission, ils choisissaient pas leurs clients, leurs tarifs, évidemment, les conditions, etc. Donc, ils préfèrent faire freelance et se vendre de façon plus directe avec le client. Donc ça, c'est côté freelance où historiquement, bah, il y a surtout des développeurs, des graphistes, etc. C'est ce à quoi tu penses. Mais de plus en plus, on voit des gens qui sont CMO par intérim, CFO par intérim, des fonctions support, etc., qui se mettent en freelance. Et tout ça lié à cette fameuse transformation digitale où les entreprises ont besoin de plein de compétences différentes sur un projet. Avant, tu t'adressais à une ESN pour l'IT, tu t'adressais à une agence de communication où tout ça est en train de se merger. Donc, ça, c'est le côté freelance. Et côté client, nous, on a commencé effectivement avec des early adopters, des startups, des agences, etc. Et puis, naturellement, en fait, sans qu'on aille les chercher, sont venus les grands groupes, mais d'abord sont venus les directions innovation des grands groupes, les digital labs, le startup studio, des gens comme ça. Et après, par capillarité, on est remonté dans ces grands groupes. C'est-à-dire que finalement, le truc est devenu viral et les gens se disent, bah, c'est beaucoup plus simple ça, et puis beaucoup moins cher que de passer par, je ne sais pas, quel cabinet ou autre. Et donc, les gens se sont dit, c'est hyper simple, on va sur le moteur de recherche, on staff. En plus, les achats se sont intéressés ensuite au sujet. Les départements achats se sont dit, super, on peut contrôler tout ce qui se passe, on peut avoir toute la compliance qui est faite à un seul endroit, un seul moyen de paiement, une seule facture, etc. Donc, ouais, de plus en plus, on travaille avec des grands groupes, on travaille avec plus de 80% du CAC, et on est une vraie alternative pour eux maintenant aux conseils, enfin aux acteurs du conseil en général, conseil IT, conseil de communication, etc. Et pour toi, en fait, est-ce que le freelancing est une nouvelle forme ou la nouvelle forme de travail? Et la question, en fait, c'est est-ce que tu as vu une différence avec le Covid avant et après, en fait? Parce que un des points, tu vois, pendant le Covid que moi j'entendais avec mes partenaires, c'est forcément que bah, tu es freelance, donc tu es free, mais tu n'as pas d'assurance, tu vois, en termes de salaire ni rien du tout. Donc, ce qui était idéalisé avant, aujourd'hui, c'est un peu le point d'interrogation en se disant, ouais, c'est top, mais comment est-ce que je fais pour gagner un peu d'argent, quoi, tu vois? Ben, Donc, ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Euh, mais par contre, je pense que à l'inverse, tu vois d'ailleurs, les systèmes d'assurance santé et tout sont en train d'évoluer, et heureusement, parce qu'avant, on était indépendant toute sa vie, genre notaire, médecin, etc., ou salarié toute sa vie. Aujourd'hui, c'est des choses qui fusionnent. C'est-à-dire que
toi, moi, on va être d'un coup entrepreneur et indépendant. Ensuite, on va être salarié, voire un peu les deux, etc. Donc, c'est des choses qui évoluent en permanence. Alors, sur le Covid, nous, là, on a fait une étude justement qu'on a sortie hier euh, avec le BCG. Donc, sur la base de nos datas et sur la base d'une étude qu'on a fait auprès des freelances, donc sur les 3 pays où on est, donc Allemagne, Espagne et France, tu en as quand même 72% qui ont eu une mission en France, 72% qui ont au moins eu une mission annulée. Alors, évidemment, plus sur les graphistes, par exemple, qui font plein de petites missions, versus un tech qui va prendre une mission 6 mois. Celles-là, généralement, nous, on a vu, elles ont continué, etc. Au contraire, ils avaient besoin de ces gens. Donc, beaucoup de gens ont été impactés. Donc, effectivement, il peut y avoir une peur. Malgré tout, on a posé la question, est-ce que justement ça remet un peu en cause votre statut d'indépendant? Est-ce que vous voyez toujours indépendant? 84% nous disent non, moi absolument pas, je ne reviens pas au salariat, je reste indépendant. Et ça, c'est assez, on ne posait pas la question exactement de la même façon, mais c'est assez, cette étude, on l'a fait chaque année. Et chaque année sur les 3 pays, on voit un peu les mêmes résultats, c'est que il y a encore des gens qui croient que les gens deviennent freelance par défaut. Alors, ça peut arriver dans certaines zones géographiques ou certains métiers, mais la plupart des gens qui sont chez nous, il y a des data scientists qui ont fait l'X, tu vois. Ils n'ont aucun problème à trouver un job salarié. Les développeurs n'ont aucun problème à trouver un job salarié. C'est des gens qui ont vraiment choisi le freelancing. Donc, est-ce que le Covid, je pense que sur le moment du Covid, oui, il y a un impact plutôt, attends, on reste au chaud, on garde plutôt son job, pas seulement pour passer en freelance, on change peu de job, etc. La liquidité est moins forte. Par contre, je pense qu'à moyen terme, oui, on va voir de plus en plus de gens qui auront goûté, je dirais, à une certaine autonomie, une certaine au travail à distance. Alors, freelancing ne veut pas toujours dire une mission à distance, mais quand même plus de liberté, etc. Qui feront que si les entreprises, en plus, ne s'adaptent pas de leur côté, ne sont pas capables de répondre aux attentes des salariés, beaucoup, effectivement, choisiront de plus en plus le freelancing. Et la réalité, c'est que tous nos clients nous disent, ne serait-ce que parce qu'ils ont gelé les recrutements sur, je sais pas, peut-être l'année prochaine, le freelancing, je pense, va être en très forte hausse dans les mois qui viennent, parce que c'est une alternative où les projets continuent, ils ne vont pas forcément recruter, donc oui, ils vont passer par les freelances. Alors, si je dis vrai, en fait, tu as levé 25 millions d'euros. C'était notre dernière levée. Votre Notre levée, dernière levée, c'était 25 millions. Ouais, c'est ça. Alors, la question, c'est auprès de qui, pour faire quoi? Et puis, une question un petit peu plus large qui est qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce que t'ont apporté en fait les fonds depuis la création de Malte? On a eu assez rapidement, on a eu d'abord des business angels, enfin 2 business angels. Ensuite, on a 3 fonds maintenant qui sont au capital, 3 actionnaires principaux. Isaïe, qui est avec Jean-David Chamboredon, que tu dois connaître, et qui a été le premier actionnaire, par exemple, de Blablacar, et qui faisait pas mal de comparaisons, mais qui aussi connaît bien ce monde de l'IT, du recrutement, etc. Donc, tout de suite a compris notre marché. Et je pense que ton premier VC, c'est quelqu'un qui, tous tes VC doivent croire au marché, mais ton premier VC, tu arrives avec un produit qui n'est pas encore tout à fait sec, une équipe qui est naissante. Il a besoin surtout de comprendre et de bien sentir le marché. Donc, on a eu Isaïe, ensuite Serena Capital et ID Invest, effectivement, l'année dernière. C'est plusieurs choses. C'est évidemment l'argent te donne des ailes, je dirais. C'est-à-dire qu'évidemment, il te donne les moyens de recruter, etc. Mais il te donne aussi, il te pousse à plein de niveaux en termes de communication, en termes de reconnaissance de ce que tu fais. Donc, par exemple, lorsque tu t'adresses à des grands groupes, s'ils voient que tu as levé de l'argent, ils comprennent que tu n'es plus seulement la petite start-up qui commence ou tu es 5, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est peut-être la plus importante et c'est ce qui fait que conseil aux entrepreneurs, il faut très bien choisir ses fonds et pas seulement sur le montant, la valo, etc. C'est évidemment important, mais sur avec qui, parce que moi, une chose que j'ai appris, c'est que c'est des gens avec qui tu vas travailler pendant 5 ou 10 ans peut-être, que tu vas voir peut-être moins souvent que tes employés, mais tu vas les voir peut-être tes boards tous les 2 ou 3 mois, mais tu vas les appeler ou ils vont t'appeler toutes les semaines. Quand tu as une bonne relation avec tes investisseurs, c'est même pas toi, c'est pas eux qui t'appellent ou qui te demandent un reporting, c'est toi qui les appelles pour qu'ils t'aident. Donc, c'est des gens qui ont été clés et qui sont clés sur plein de moments de la boîte, sur
ils te permettent de prendre du recul, ils te permettent de voir toi personnellement où tu en es en tant qu'entrepreneur, ils te permettent de faire des benchmarks avec d'autres entreprises dans lesquelles eux, ils sont investis et ils peuvent dire, voilà, eux, ils ont à recruter telle personne à tel stade, ils ont investi sur ça, etc. Donc, sur toute la stratégie de l'entreprise, en fait, on l'a fait de façon assez collégiale avec le board. Évidemment, après, celui enfin, l'équipe dirigeante, c'est elle qui exécute derrière. Mais on prend beaucoup de décisions et moi, enfin, une partie de mon job, c'est aussi de continuer d'informer et d'aligner le board en permanence. Et là, vos principales priorités sur Malte, c'est quoi? Donc, tu parlais de l'Allemagne que vous avez ouverte. Ouais. Il y a quoi d'autre? Écoute, on est au tout début, même si évidemment en France, on commence à avoir une certaine taille, une notoriété, comme tu disais, mais pour moi, on est au tout début de la transformation de ce marché où quand tu regardes certains acteurs, grands comptes français, des opérateurs télécoms, des banques, dépensent jusqu'à 1 milliard par an en prestations intellectuelles avec différents acteurs, je dirais, plus traditionnels. Donc, la part que peut prendre le freelancing déjà, que peut prendre Malte comme partenaire chez ses clients sera de plus en plus importante et grossit vraiment de façon super importante d'année en année. Donc, ça, c'est un enjeu énorme de continuer je dirais, de ne pas être vu comme l'option exotique où j'ai pas trouvé par mes partenaires habituels, donc je vais trouver sur une base où j'ai beaucoup plus de monde. Et puis, mal derrière, c'est des solutions des solutions de sourcing basées sur du machine learning et tout qui nous permettent aujourd'hui, par rapport à ce qu'on faisait il y a 7 ans, en quelques heures, de sourcer des choses les plus complexes pour des grandes boîtes en particulier. Donc, prendre une partie plus importante de ce marché-là. Et puis d'autre part, c'est effectivement répliquer sur l'étranger, ce qui est jamais simple. C'est bien le problème de l'Europe, c'est que tu redémarres de zéro. Les boîtes super successful en Allemagne, personne ne les connaît en France, et inversement, les boîtes successful en France, personne ne les connaît en Europe. Donc quand tu n'as pas cette awareness et que tu dois redémarrer, pas sur tout le produit, pas sur tout ce que tu connais en termes de méthode, mais sur pas mal de choses, c'est un enjeu. Donc là, on a l'Espagne qui commence à décoller, et puis l'Allemagne, où on est au tout début. Et pour moi, c'est passionnant parce que oui, je suis venu ici en Allemagne pour un peu faire le 0 to 1, aider l'équipe. J'ai l'impression de retourner 7 ans en arrière, tu vois, où je commençais en France, mais en essayant de le faire sans faire les mêmes erreurs et en allant plus vite. Il me reste deux questions, un peu qui est une transition par rapport à ce que tu viens de dire. C'est est-ce que ton expérience, tu as quand même, tu es un serial entrepreneur avant de faire Malte, est-ce que ton expérience précédente en fait a été critique, j'allais dire, pour le succès de Malte? On dit souvent que ceux qui réussissent à un moment, qui explosent une boîte, c'est surtout parce qu'en fait ils en ont fait quelques-unes avant et qu'ils ont trouvé un peu la façon de faire, quoi. Dans mon cas, oui, j'aurais pas pu faire autrement. Moi, je suis très admiratif des gens qui sortent d'école et qui arrivent à faire une boîte avec un succès incroyable. Justement, c'est là où je pense que dans ces cas-là, c'est super important d'être bien accompagné par son board, etc. Mais voilà, je pense que moi, en avoir fait avant avec certains avec un succès relatif, d'autres, on s'est complètement planté. Ça te permet effectivement de ne pas faire des erreurs. Ensuite, manager une équipe, aujourd'hui, on est à peu près 200. Manager une équipe quand tu as 25 ans et que tu sors d'école, enfin, c'est très compliqué. Donc, ça te permet ouais, c'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple. Et puis, tu ne démarres pas aussi, tu démarres avec un réseau. Tu démarres, tu sais où aller chercher des gens pour les recruter, tu sais aller chercher tes premiers clients, etc. Donc, tu as vu beaucoup de choses. Et je pense que c'est d'autant plus vrai en B2B où finalement, si tu as vu comment fonctionnait une entreprise, moi j'ai travaillé dans des petits startups, mais aussi dans des grands groupes, tu comprends un peu comment fonctionne ton client. Tu vois. Si tu n'as jamais vu ça, c'est un peu difficile juste de l'appréhender, de comprendre quel est le mindset, par exemple, d'un corporate dans la prise de décision. Et ma dernière question, qui est la question que tous les freelances se posent, c'est comment devient-on super malteur? En faisant du chiffre d'affaires sur Malte, c'est essentiellement ça, en ayant aussi une réputation, enfin, des reviews qui sont bonnes. Hein. Les deux parties, les freelances et les clients enfin, j'aime pas le mot noté, mais parce que 98% des clients nous disent oui, je retravaillerai avec ce freelance. Il y a vraiment
un NPS super bon. Ouais, c'est en fait les freelances qui sont chez nous, et tu disais, il y a des freelances qui effectivement ramènent aussi leurs clients pour sécuriser leurs relations, mais aussi pour développer une réputation. Sur LinkedIn, tu vas décrire un peu qui tu es, mais on ne va pas savoir vraiment qu'est-ce que tu proposes comme service, à quel prix, est-ce que tu es disponible ou pas. Sur Malte, on a vu des histoires incroyables de gens qui commençaient, ils se vendaient à 250 euros au jour et 2 ans après, ils étaient à 500 euros au jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la capacité de prouver par leurs reviews, par ce statut super malteur, qu'ils avaient fait beaucoup de missions et que ça se passait super bien. Donc finalement, pour eux, c'est mieux qu'un CV. Donc oui, ils construisent au fur et à mesure ouais, ce CV sur Malte, sur leur CV de freelance. Bah, je te remercie beaucoup, Vincent, pour cette interview. Et je Merci à te toi. souhaite bonne chance pour l'ouverture donc, du marché allemand et bonne continuation. À bientôt. Salut Vincent.